Merci Madame la Présidente. Je vais entamer la présentation et Servane poursuivra. Bonjour chers collègues. Après de nombreux échanges de terrain, plus d'une vingtaine d'auditions et un déplacement à Londres, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter les conclusions de notre mission d'information sur l'instruction des enfants en situation de handicap, menée grâce à l'efficacité de notre administratrice, que je tiens évidemment à remercier. Cette école inclusive, on la doit à la loi du 11 février 2005, portée sous la présidence de Jacques Chirac, loi qui aura bientôt 20 ans. Et la question pour nous, c'était où en sommes-nous? Quel bilan pouvons-nous en tirer? À la rentrée 2022, 436 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés contre 210 000 en 2004. Quantitativement, les chiffres sont donc flatteurs. Qualitativement, c'est évidemment beaucoup plus contrasté. D'abord parce que sur le plan administratif, on observe des lourdeurs fortes et récurrentes. Nombreuses sont les familles qui se sentent souvent seules et impuissantes face à ce qu'elles désignent comme un mur administratif, à la fois complexe et opaque, qui rend fréquemment difficile le dialogue avec les pouvoirs publics et la mobilisation des droits. Ensuite, les familles doivent remplir de nombreuses formalités et se plaignent en particulier des délais. Si légalement la MDPH doit se prononcer sous un délai de 4 mois, les réponses, en pratique, attendent en moyenne 6 à 8 mois. L'obtention du matériel pédagogique peut prendre jusqu'à plus d'1 an, parfois même davantage dans certains départements. Ensuite, ces démarches sont répétitives. Les parents sont souvent dans l'obligation de redéposer un dossier tous les ans, ce qui n'est pas toujours pertinent pour un certain nombre de handicaps, par exemple les troubles du neurodéveloppement ou les polyhandicaps. De manière bien différente du système anglais qui est davantage décentralisé, le système français souffre d'une rigidité que déplorent les familles. Bien souvent, le repérage d'un trouble s'effectue à l'école après plusieurs années durant lesquelles le handicap s'est aggravé. On a pu aussi observer que certaines académies refusaient par exemple d'honorer une notification intervenue en cours d'année scolaire au motif que le budget alloué aux AESH était calculé, lui, en début d'année scolaire. Sur le plan scolaire, on a aussi constaté des pratiques très hétérogènes. Matériellement déjà, la mise en accessibilité des bâtiments ne garantit pas qu'ils soient adaptés à la multiplicité des handicaps. Les espaces ne sont pas pensés et conçus pour le handicap. Et il ne suffit pas de mettre des enfants en situation de handicap dans une salle de classe. Des progrès restent aujourd'hui à accomplir dans la transformation matérielle de l'école, par exemple pour la prise en charge des troubles cognitifs. Humainement, et c'est évidemment le point essentiel, le recours massif aux accompagnants pour enfants en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH, sujet dont on débat régulièrement ici, est devenu le deuxième métier le plus présent dans l'éducation nationale, mais le recours aux AESH apparaît comme une réponse partielle et problématique, notamment par son instabilité. Quand un enfant, et on a eu des retours nombreux sur ces sujets, quand un enfant peut avoir jusqu'à 8 AESH différents dans une même année, nous sommes clairement dans un système qui est contre-productif, encore plus dans la gestion de certains troubles comme l'autisme. La formation est le grand point noir de l'école inclusive. N'est-il pas curieux, par exemple, de voir les 60 heures de formation dispensées après le recrutement? Il nous a été rapporté que dans certains cas, cette formation s'était même résumée à la distribution d'une simple clé USB. Côté enseignant, si ceux du premier degré sont sensibilisés au handicap, on en est loin pour ceux du second degré, ce qui est aussi très révélateur des ambitions limitées que nous portons pour nos jeunes. Et enfin, derrière le chiffre de 430 000 élèves, le suivi statistique s'avère dans le détail clairement défaillant. Dans certains cas, un enfant bénéficiant d'une heure de scolarisation par semaine sera comptabilisé comme scolarisé. Pire encore, il ne nous est pas possible de vous dire aujourd'hui clairement combien d'enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés. Et donc il reste beaucoup de trous dans la raquette, face auxquels nous avons listé 35 propositions et recommandations que vous trouvez dans le rapport pour permettre d'engager pleinement l'acte 2 de l'école inclusive. Je ne pourrai pas toutes les parcourir, j'évoquerai simplement quelques points. Premièrement, tous les enseignants et les intervenants doivent enfin être formés de manière obligatoire à la question du handicap, y compris dans le second degré, faute de quoi on ne portera jamais nos jeunes vers le lycée et l'enseignement supérieur, où leurs chances de parvenir sont aujourd'hui clairement moindres. Deuxièmement, la gestion des AESH doit valoriser leur expérience et leur expertise. Nous préconisons ainsi d'affecter davantage les AESH en fonction de leurs expériences passées et de garantir ainsi la stabilité de leur affectation dans l'intérêt de l'enfant accompagné. Troisièmement, pour simplifier les démarches des familles, nous recommandons la mise en place de notifications non plus à l'année, mais au cycle scolaire, quand c'est adapté. Enfin, et c'est un point qui nous rassemble et qui nous tenait à cœur, nous devons faire évoluer en profondeur l'articulation entre milieu scolaire et milieu médico-social. L'école inclusive ne doit pas et ne peut pas se faire contre le médico-social ou l'institution, mais toujours avec.
L'expertise du médico-social doit être valorisée et mise au service du projet scolaire. Depuis quelques années, par exemple, sur le modèle de l'autisme, une voie intermédiaire de scolarisation se développe en se fondant sur l'implantation d'unités d'enseignement spécialisées au sein de l'école ordinaire. En ce sens, nous recommandons de favoriser l'intégration d'outils médico-sociaux directement dans les établissements et les cités scolaires. C'est l'occasion, par exemple, que nous offre la baisse de la démographie scolaire que de redéployer justement les moyens au sein des cités scolaires. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette intégration? Précisément pour que l'expertise puisse servir de support non seulement aux élèves en situation de handicap au quotidien dans leurs établissements, mais aussi en vérité à tout le personnel de l'éducation nationale qui ne se sent pas toujours assez outillés et préparés à la multiplicité des questions que pose l'inclusion scolaire. Au final, à travers l'acte 2 de l'école inclusive, nous appelons à l'intégration du médico-social dans l'école, pour être très clair, à la fois pour mieux faire progresser la cause du handicap dans notre société, mais aussi pour rendre l'école elle-même plus attentive à la singularité des parcours, que l'enfant soit en situation de handicap ou non. Merci.